Dimanche 15 septembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. La communauté musulmane du Bénin célèbre ce jour la fête du Maouloud, une célébration les plus importantes pour la communauté musulmane. Que comprendre réellement de cette célébration? Élément de réponse dans ce journal avec Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe. Intronisation du nouveau roi de Takon, Adero Biojo Ilou Femiloye. Ainsi se nomme le nouveau roi intronisé ce samedi 14 septembre 2024 au Palais Royal de Takon. Une cérémonie d'intronisation qui a connu la présence de plusieurs têtes couronnées venues du Bénin et du Nigeria. Le film de la cérémonie dans un instant. L'Assemblée nationale a adopté cette semaine son budget gestion 2025. Voté à l'unanimité des députés présents et représentés, ce budget est estimé à un peu plus de 29 milliards de francs CFA. Le point de la séance dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. La communauté musulmane célèbre ce dimanche 15 septembre 2024 la fête du Maouloud. L'une des fêtes, une célébration les plus importantes pour la communauté musulmane, signifiant littéralement la naissance du prophète. C'est donc la naissance du prophète Mahomet qui est commémorée. Que comprendre réellement de cette célébration? Plus de précisions avec l'islamologue et professeur de la langue arabe, Bassirou Lassissi. Des propos recueillis par ESAE TV. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 Rabiul Awwal, l'année de l'éléphant. Et cette date va coïncider la journée de dimanche par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam nous a enseigné que 3 fêtes. La fête de Ramadan, la fête de Tabaski et le jour de vendredi qui est une fête pour nous tous et que nous devons se conformer à ces 3 fêtes. Et c'est ça qui a amené d'autres à dire, est-ce que c'est une fête? La naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit être fêtée ou bien doit être commémorée. Donc, ceux qui l'interdisent sont allés plus loin pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas commémoré sa naissance, n'a pas fêté durant sa vie. Et que ceux qui l'ont suivi, Abu Bakr radiyallahu anhu, wa Umar bin Khattab radiyallahu anhu, wa Uthman bin Affan radiyallahu anhu, wa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, n'ont pas fêté cette naissance. Et pourquoi nous aujourd'hui nous prenons le devant pour dire que c'est une fête et comment est-ce que nous allons la fêter ou pas? Nous entendons tous d'une manière générale que la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un bonheur pour nous. Oui, parce que ce bonheur, il a illuminé le monde, il a fait sortir les Arabes qui étaient dans l'obscurité vers la lumière.
nous sommes convaincus tous à l'unanimité que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un être qui est cher pour nous et que nous aimons tous. Mais est-ce que sa fête, fêter sa naissance, traduit concrètement l'amour? Donc, ceux qui demandent de la fêter ont aussi leurs arguments. Que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même commémorait sa naissance parce que chaque lundi, il jeûne. Et pourquoi on a demandé de jeûner? Et pourquoi on a demandé pourquoi tu jeûnes ce jour? Il a dit c'est le jour où je suis né. Et il le fait en titre d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours dans le même registre, quelle attitude adopter pour une bonne célébration de la fête du Mawlud? Élément de réponse avec l'islamologue Bassirou Lassisi. Ce jour est vraiment important pour nous parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un être cher pour nous. Nous l'aimons plus que tous. Et c'est un être qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avec beaucoup de miracles. Oui, bien sûr. Alors, si nous savons que c'est nécessaire pour nous de commémorer sa naissance, alors faites-le, ou bien faisons-le comme lui-même il a l'habitude de le faire. Il a l'habitude de jeûner tous les lundis. Il ne faut pas attendre que ça soit par an d'abord avant de se rappeler. Et si nous avons nécessairement vu l'importance de commémorer la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faisons comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim tasliman. Allah a dit, moi et mes anges et moi faisons as-salat pour le prophète. Donc c'est le salut, demandez le salut pour le prophète. Et vous qui êtes les croyants, faites cela. Alors faisons cela. Et que ça rentre dans le cadre de l'amour que nous manifestons pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en dehors de cela, ceux qui voient qu'ils vont nécessairement s'organiser, rester dans une communauté pour le faire, alors qu'ils soient tellement très attentifs, qu'ils respectent les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas à nous de les juger, mais de leur dire, lorsque vous allez vous réunir pour cette commémoration, essayez de se rappeler d'Allah. Il ne faut pas fêter la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors que les heures de la prière se sont en train d'être cumulées sur vous et que vous ne les priez pas à l'heure. Il ne faut pas fêter ou bien commémorer la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors que les femmes et les hommes se sont mélangés, ce qui est une base de notre religion, qu'il n'y a pas le mélange entre les hommes et les femmes. Et nous avons cette pratique dans nos prières. Les femmes sont séparées et les hommes sont séparés. Et si nous commémorons la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, essayons d'éviter les musiques comme nous l'avons l'habitude de faire. On tape les tam-tams, les gens dansent d'une manière à s'évanouir. Tout ceci ne sont pas dans les règles normales pour la religion islamique. Ce jour est important pour nous, c'est un jour glorieux pour nous. Nous nous contentons de cette journée. Nous sommes fiers de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais nous n'allons pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala par notre amour pour le prophète. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah, obéissez au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et suivez vos devanciers lorsqu'ils sont en train d'obéir à Allah et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous guide sur la bonne voie et nous pardonne nos péchés. Je l'annonce au sommaire de cette édition, l'arrondissement de Takan a désormais un nouveau roi. Il s'agit de Aderobi Ojo Ilou Femiloye. Il a été intronisé ce samedi 14 septembre 2024 au Palais Royal de Takan. La cérémonie d'intronisation s'est déroulée en présence de quelques têtes couronnées venues du Bénin et du Nigeria. Une équipe de la rédaction de ESAE Télévision y était. Voici leur récit. Le prince Agbodo Boris Ayeto vient de prendre la succession de son oncle Onyigi au trône de Igese. Le roi de la cité de Takan se nomme désormais Aderobi Ojo Ilou Femiloye. C'est une fierté et un honneur pour nous d'être là. CLAT, c'est le bras intellectuel de tout l'arrondissement de Takan. Alors là, cela nous interpelle. Et c'est notre responsabilité, nous devons accompagner ce nouveau roi qui est venu pour amorcer une fois encore le développement de Takan que nous avons attendu
si longtemps. Nous pàtàkì lọ́jẹ́ fèmí a sì jẹ́ fún gbogbo ọmọ ìlú lórí iye ọba wẹ́ wájà àgbàlagbà wọn dérí kodò pẹ̀lú ìwọ̀n ṣẹlẹ̀ náà bá yọ lọ fún ọtọ́ sọba ìwọ́ wájà òun náà jẹun ìwọ́ nágbára wọn kàn ní àgbàlagbà wọn dìde ẹ sì gbé fàkalẹ̀ ẹ mú ọba lọ́wọ́ pèbí ẹni èyí ní gbogbo àgbáyé wọn wá papọ̀ ẹ dé adé fún ọba náà lẹ́nìí ó jẹ́ ohun dùnú púpọ̀ fún gbogbo ọmọ ìlú Ìtakọ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin gbogbo ẹlẹ́ ń dùnú. Le nouveau roi a la responsabilité de veiller à l'épanouissement des enfants Inyembe de Takon, Yoko et des villages environnants. Oui, le destin l'a voulu ainsi. Et qui l'eût cru? N'était-il pas un signe quand son oncle Onyigi oubliait son bâton de commandement chez lui? Ne se posait-il pas de questions? Et son cœur ne battait-il pas quand le grand roi le rassurait que lui aussi, il sera roi un jour? Oui, ce jour est arrivé et tous les filles et fils de ton royaume se réjouissent de ce grand pas que constitue l'événement de ton sacre. Issu des dynasties Agbodo Joye de père et Agbola Joye de mère et de la dynastie Atoye Yobi Ide de grand-mère paternelle, le nouveau souverain a compté parmi ses hôtes aujourd'hui des têtes couronnées venues du département du Plateau et du département de Lemé, mais également des têtes couronnées venues d'autres pays comme le Nigeria. Étaient présents également des autorités communales. Bí wọ́n bá rí orúkọ tó bá wọ́n ní Olúfẹ́mi lóyè ó sọ pé gbogbo ìlú ló gbé síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ni kò lè dá nǹkan ṣe èyí àwa tó jẹ́ aláìlú ó sì ní onídòzún soutien wa onídòzún àtìlẹ́yìn wa. Wọ́n fẹ́ràn lọ́wọ́ àtàtìlẹ́yìn wa. ní tí mo fẹ́ bèrè ọ́ fún àwọn gbogbo tó jẹ́ aláìlú Ìtakọ̀. èmi wá báyìí yayọ̀ la báyìí kó oríire bàbá wa kábíyèsí wọn gbé jókòó èyí adákẹ́ lórí bàtà tó ẹsẹ̀ òkè àdọ́bẹ̀rẹ̀ ọ̀fun ayọ̀ ni mo bá mo fún gbogbo wa bí èyí ayọ̀ náà kalẹ̀ gbogbo wa bí èyí àríkàbámọ̀. Àmín. àbámọ̀ akẹ́lẹ́ kọ́jà àti mú ọba àtijọ́ ẹ̀ wá ma jẹ tiwa. gbogbo àtúwà yọ tẹ bí èyí gbogbo àtúwà náà gbà mẹ́yìn fún wa a sì gbọ́ báyìí mèremère la máa yóò lu akọ náà sì ya ayé adídé sàkété onífòkàn ìkàkà ẹlẹ ẹ ṣeun gan. eku eríire ẹ̀rí èyí ayọ̀ wọn máa kárọ̀ fóni lẹ̀ mẹ́ẹ̀ ti sọ̀rọ̀ púpọ̀ mẹ́fọ̀rin kéènì mẹ́ẹ̀ta kété kéènì àwọn kan ṣe ẹ̀yẹ wọn mọ́ sí gbénu wọn fún kéènì wọ́n ti ní ẹyẹ mẹ́ẹ̀kẹ́ bí ẹyẹ eku ẹ̀mẹ́ẹ̀kẹ́ bí eku aboyún lẹ́mẹ̀ bìtìbìtì rẹ̀ nígbà ìyá sọ̀bà nílùú Takọ̀ lẹ́yìn ayọ̀ ni wọ́n máa jẹ́ fóni. Le 25e roi de la cité de Takon est invité par ses administrés à poursuivre les chantiers entamés par son prédécesseur, mais également préserver la culture et les rites de ses ancêtres. On parle politique à présent. Le parti Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, a officiellement lancé le samedi 14 septembre 2024 le programme de renforcement de l'unité nationale prône et ses différents projets. La cérémonie de lancement a réuni plusieurs partis de la mouvance comme de l'opposition pour les différentes présentations. À l'occasion, le président du parti, Jacques Ayadji, a décliné les motivations et les différentes rubriques du dit projet. Suivez-le au micro de ESAE TV. Le point dont nous procédons ce matin au lancement officiel, c'est le programme de renforcement de l'unité nationale. Il se décline en projets dont les objectifs ordinaires sont portés par des politiques dont l'atteinte devrait permettre un développement qui place l'homme, je dis bien l'homme, et l'homme grand H, et son épanouissement au cœur de tout. Voilà la raison d'être de nos projets majeurs du moment que sont
le Prince, le Pruna et le Prunac. La seule émulation que portent les joueurs de football, de basketball, de volleyball, de lutte, de boxe, de buntu, parce qu'il faut faire un clin d'œil à notre pays, etc., est ce que nous recherchons dans le Prince que Souleymane Ashanti va conduire. Pour les hommes et femmes politiques de notre pays, et c'est cette posture qui est facteur de développement. Pour l'agriculture, l'objectif politique premier est la mise ensemble des personnes d'horizons géographiques divers pour qu'elles cultivent le sentiment d'appartenance à cette patrie, la seule qu'elles ont le devoir de bâtir ensemble. Tel l'idéal prôné par les internats de jeunes filles et de jeunes garçons, et que ceux et celles qui l'ont vécu essayent de ressusciter à travers des groupes WhatsApp que nous voyons. Vous voyez des groupes WhatsApp des anciens de tel, sera le socle propulseur du sentiment de se sentir concerné par l'avenir du Bénin. Le deuxième objectif politique, non moins important, est la production de nos besoins par nous-mêmes, que nous avons appelé le patriotisme économique, dont se nourrit tout développement durable tel que pensé par les pères initiateurs du plan d'action de Lagos, qui prône pour l'Afrique le développement auto-centré et auto-entretenu. Vivre de notre art, je parle du Prunac maintenant, vivre de notre art et de notre culture, au-delà des avantages matériels apportés aux artistes et autres acteurs culturels, c'est le sentiment de fierté nationale pour tout le peuple béninois que vise Moël Bénin. La fierté nationale au travers des arts et la culture devra devenir le booster qui nous pousse à nous donner tout entier pour ce pays en reconnaissant à notre prochain ce qu'il a de meilleur en lui. D'où notre indéfectible attachement au témoignage, qui est la quintessence des films documentaires sur les citoyens retenus par notre programme. Nous vous projetterons un avant-goût juste à la fin de mon intervention. Gloire d'hier et fierté d'aujourd'hui, voilà le titre de la série que Moël Bénin propose de diffuser pour célébrer chacune de nos icônes. Gloire d'hier, fierté d'aujourd'hui doit prospérer afin que les nouvelles générations disposent de repères nécessaires pour leur projection, et c'est l'ambition à Moël Bénin. C'est le dernier week-end avant la reprise des classes. La rentrée scolaire étant prévue pour ce lundi 16 septembre. Comment les apprenants vont-ils retrouver le chemin des classes? Le gouvernement semble avoir pris toutes les mesures ou dispositions possibles selon les explications du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji. Il était face à la presse le week-end écoulé. Suivez un extrait de ses propos. Depuis quelques années maintenant, il y a des efforts intensifs qui sont accomplis par le gouvernement, par le corps enseignant, mais aussi par les parents d'élèves, pour nous permettre d'avoir des années scolaires qui se déroulent très bien, du début à la fin, sans accroc majeur. Et je crois que la rentrée scolaire 2024-2025 ne va pas déroger à cette règle, en ce que les dispositions pratiques que nous avons l'habitude de prendre en amont l'ont été. Il y a eu... Et tout récemment, une session d'échange entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour faire le point des préparatifs justement, s'assurer que la machine est bien huilée, que tout est en place. Et s'il y avait encore des points d'optimisation à prendre en compte, le faire dans les jours qui nous séparent du 16 septembre, afin que, comme les années d'avant, cette rentrée, elle se déroule bien. Elle se déroule bien veut dire que les moyens financiers que l'État a l'habitude de mettre à la disposition des écoles sont mises à disposition. Cela veut dire qu'au plan logistique, nous avons veillé à ce que les salles de classe soient disponibles. Il y a eu un vaste programme de construction de salles de classe ces dernières années, autour de 6 000 dans le primaire, 2 000 dans le secondaire, pour que les besoins soient résorbés au fur et à mesure. Je n'ai pas idée de ce qui était en cours, si c'est achevé déjà avant cette rentrée, mais je suis convaincu qu'il y a eu des avancées. Une partie doit être achevée, ce qui ne l'est pas encore le sera. Et puis, du point de vue de la disponibilité du personnel enseignant, il y a ceux qui sont déjà là. Nous avons fait le point
un peu avant la trêve gouvernementale, au moins pour ce qui concerne le secondaire, et nous avions décidé d'ouvrir à nouveau la base de données pour recruter des AME, les aspirants au métier d'enseignant, 476 de mémoire, parce que c'est ce que l'état des lieux a révélé comme besoin pour la rentrée qui arrive. Vous voulez parler des mesures que nous avons prises, me semble-t-il, le 18 mars 2024. Avant même d'aller en vacances. Le 18 mars 2024, certaines de ces mesures étaient d'application immédiate, comme par exemple la prime de 20 000 francs qui était venue s'ajouter, et c'était pour compter du mois de mars même déjà. En ce qui concerne les mesures comme les congés pour les femmes en état de grossesse, c'était également d'application immédiate. Ce qui était attendu particulièrement pour cette rentrée-ci, c'est l'effectivité de l'exonération des frais de scolarité pour les enfants du personnel AME. Et je peux vous certifier que conformément à la décision qui a été prise par le gouvernement, pour compter de cette rentrée, aucun enfant d'AME n'aura à payer de contribution scolaire. Par rapport à leur reversement, la grosse question, c'est un engagement du gouvernement et nous avons pris le temps de l'expliquer à nos amis AME pour qu'ils sachent qu'un travail assidu se fait à cet effet. Nous avons expliqué, sans langue de bois, que oui, la décision a été prise, mais si nous avions dès le lendemain opérationnalisé en reversant tout le monde, plus de 30 000 d'un seul coup, vous voyez ce que cela représente sur le budget national et en particulier sur la masse salariale. De façon responsable, nous avons dit oui, l'annonce a été faite, mais il nous appartient maintenant de voir comment on opérationnalise afin que, en même temps qu'on règle les problèmes des AME, qu'on n'en crée pas à d'autres corps et qu'on n'en crée pas au pays dans l'ensemble. Donc, ça va faire l'objet d'une programmation et peut-être que dans les jours qui arrivent, le comité qui travaille va faire un point au chef de l'État et au gouvernement et qu'on aura une idée de la formule qui aura été proposée. Donc, nous estimons qu'à date, toutes les dispositions sont prises pour que nos enfants, les parents, puissent avoir une bonne année scolaire et le gouvernement veillera tout au long à faire ce que de devoir afin qu'il n'y ait pas d'accroc majeur. On parle toujours de la rentrée des classes. L'exercice est annuel pour le gouvernement et les centrales syndicales du Bénin. À la veille de chaque rentrée scolaire et universitaire pour le compte de l'année 2024-2025 à l'horizon, les deux parties se sont retrouvées pour échanger en vue d'un bon démarrage. Il ressort des discussions que des dispositions essentielles sont déjà prises pour assister à une rentrée apaisée. Les responsables syndicaux ont à nouveau rappelé la promesse du gouvernement au sujet des aspirants au métier d'enseignant AME et celle de leur reversement en agent contractuel de l'État. Suivez ici les propos du ministre d'État Abdoulaye Biotchane à ce sujet. Il est le président de la commission de concertation et de négociation collective à l'issue de la rencontre. Élément signé Canal 3 Bénin. Je peux vous assurer qu'au niveau des ministères chargés de l'éducation, tout a été fait pour que la rentrée se passe de manière harmonieuse. Les syndicats ont eu à opiner là-dessus et je crois qu'il faut retenir effectivement que, aussi bien au niveau des conditions matérielles, les subventions par exemple qui doivent être, dont les établissements scolaires bénéficient, au niveau des recrutements et au niveau des conditions matérielles dans lesquelles les enseignants exercent leur métier, tout a été fait conformément aux dispositions réglementaires pour que justement ce personnel soit dans les meilleures conditions pour délivrer ses prestations. Et pour que les résultats que notre école commence par enregistrer à tous les niveaux se consolident. Il ne vous a pas échappé que l'année dernière, donc à la fin de l'année scolaire 2023-2024, nous avons eu des résultats excellents au niveau du primaire, comme au niveau du secondaire, au niveau même du baccalauréat. Les résultats ne sont pas mauvais, ils ont été relativement stables par rapport à l'année scolaire précédente. Donc tout ça c'est bien parce que des mesures sont prises d'année en année pour améliorer les conditions dans lesquelles les scolaires, les étudiants, les apprenants, les enseignants et même les administratifs de ces établissements secondaires vivent des conditions de meilleures d'année en année.
Le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience ce mardi 10 septembre 2024 la directrice exécutive du programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, ONU-Sida. Ils ont échangé sur plusieurs sujets, dont le projet Éducation Plus financé par la France. À ce propos, je vous invite à suivre cette capsule de la directrice exécutive aux sorties de ces échanges avec le président Patrice Talon. Des propos recueillis par Canal 3 Bénin. I've had the great privilege to meet with President Talon. J'ai le grand privilège de rencontrer le président Talon qui travaille ardemment pour son pays en ce moment de grands défis continentaux. Il réussit à travailler à l'équilibre des besoins quant aux soins pour voir qu'il nantit aux personnes affectées, chacun à son niveau. Aussi pour sa capacité à trouver les ressources qu'il faut pour financer ces 10 soins. In all of those, I congratulated him for his achievements in managing. J'ai eu une rencontre très appréciée avec lui. Et nous avons un autre projet financé par la France qui est Éducation Plus et dont on a parlé avec succès. C'est prévu que je revienne ici dans 3 ans pour voir l'évolution des choses. Ça a été une rencontre très appréciée que j'ai eue avec le président. Benin must continue its fight. Ce qui a retenu en bref quant à l'ONU-Sida de notre échange, qu'il est important qu'on encourage le dépistage à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la femme, enceinte, de l'enfant, etc. Et devrait à ce que les soins relatifs soient accordés pour que chacun soit à l'aise et pris en charge comme il le faut et jouisse d'une santé normale. Aussi œuvrer à la scolarité à tous les niveaux pour les enfants. That the response is moving in the right direction. On en sait désormais un peu plus sur les grandes résolutions issues du dernier sommet Chine-Afrique qui s'est achevé le 6 septembre dernier. C'était à l'occasion d'une conférence de presse tenue dans les locaux de l'ambassade de Chine à Cotonou le mardi dernier. La rencontre a également servi de cadre d'échange entre l'ambassadeur de la Chine près le Bénin et les journalistes qui étaient en août dernier au pays du milieu pour prendre part à un séminaire de formation. L'évolution du modèle chinois et les perspectives de développement pour l'Afrique ont été les principaux sujets de discussion. Le compte-rendu de la séance avec la rédaction de Canal 3 Bénin. À l'issue des 2 jours d'intenses activités à Beijing, 30 partenariats stratégiques ont été établis et même rehaussés. Plusieurs domaines sont visés par ces accords. La gouvernance en Afrique et la sécurité, un défi de plus en plus redoutable pour de nombreux pays africains ces 10 dernières années. Elle accompagnera l'Afrique dans la formation des talents en matière de gouvernance en s'appuyant sur les académies de leadership africaines et invitera 1000 personnalités dans le cadre des programmes d'échange afin d'approfondir les échanges d'expériences sur l'édification des partis politiques et la gouvernance d'État. Elle fournira à la partie africaine des aides militaires sans contrepartie d'1 milliard de yuan RMB, formera pour l'Afrique 6000 professionnels militaires, 1000 agents de police et invitera 500 jeunes officiers africains à venir en visite en Chine. Le 9e sommet Chine-Afrique s'est aussi penché sur l'établissement d'une feuille de route devant permettre à l'Afrique et à la Chine d'atteindre l'objectif commun d'une modernisation globale. L'État chinois s'engage à intensifier sa coopération avec l'Afrique dans plusieurs secteurs clés dont l'agriculture et le commerce. La modernisation des pays doit non seulement respecter les règles générales, mais aussi et surtout s'adapter aux conditions nationales. La Chine entend renforcer ses échanges sur les expériences de gouvernance avec l'Afrique, soutenir les différents pays dans l'exploration d'une voie de modernisation adaptée aux réalités nationales et travailler à assurer l'égalité des droits et des chances pour tous les pays. La Chine entend approfondir sa coopération avec l'Afrique dans les domaines tels que l'industrie, l'agriculture, les infrastructures, le commerce et l'investissement. Dans le rang des journalistes ayant pris part au séminaire de formation en Chine, l'on ne cache pas son admiration pour le modèle chinois. Nous avons pu
prendre contact, animer un atelier avec celui que j'ai eu le plaisir d'appeler un des vétérans du modèle chinois. La particularité de ce séminaire qui a été organisé essentiellement à l'endroit des projets des médias du Bénin réside dans le fait que les personnes ciblées pour animer ce séminaire sont d'une grande richesse intellectuelle. Le gouvernement chinois entend accorder à l'Afrique un soutien financier de près de 30 000 milliards de francs CFA dans les 3 ans à venir. L'actualité, c'est également l'Assemblée nationale qui a adopté en sa séance du jeudi 12 septembre 2024 son budget gestion 2025. Voté à l'unanimité des députés présents et représentés, ce budget est estimé à un peu plus de 29 milliards de francs CFA. Le point de la plénière ayant abouti à cette adoption avec en étude au Parlement ce jeudi, le point de la séance signé Canal 3 Bénin. En étude au Parlement ce jeudi, le projet de budget de l'Assemblée nationale, exercice 2025. Il est estimé à 29 318 417 496 francs CFA, soit un accroissement de 18,27% comparé au budget exercice 2024. Il ressort de ce tableau que le projet de budget gestion 2025 connaît globalement une augmentation de 18,27% due essentiellement à l'augmentation de la dotation relative au remboursement du prêt pour la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. On a fait un prêt, peut-être depuis la 8e législature, et nous remboursons chaque année. Il y a un échéancier qui est là et qu'on respecte. Nonobstant quelques observations, les différents intervenants, toutes tendances confondues, ont félicité le président Louis Vlavonou, les questeurs, les membres de la Commission des finances pour la qualité des documents soumis à leur appréciation. Examen ce jour. Je tiens à exprimer tout mon soutien au projet de budget de l'Assemblée nationale pour l'année 2025. Ceci parce que ce n'est que le reflet de notre engagement commun, collectif ici, et de notre volonté de renforcer notre institution. Passer de 3 milliards, un peu plus de 3 milliards, à 7 milliards pour ce qui concerne la dotation pour le remboursement du prêt pour la construction du nouveau siège est un effort remarquable. Nous avons notre siège et c'est à notre mérite. Il faut nous féliciter, vous féliciter aussi pour l'avancement remarquable des travaux de construction que nous observons. Je tiens à féliciter Monsieur le Président pour avoir renouvelé le budget sensible aux gens. Mais je voudrais vous dire qu'on attendait plus pour nous permettre de jouer pleinement et efficacement notre rôle auprès des femmes. Il ne peut s'en douter de la bonne foi qui est mise dans l'élaboration de ce budget et j'invite vraiment mes collègues à adopter ce budget. Je voudrais également remercier le président de l'Assemblée nationale tout particulièrement parce que le caucus des femmes parlementaires a vu le jour il n'y a pas longtemps. Et si ce montant a été reconduit pour le caucus, cela veut dire qu'il a été vraiment satisfait. Mes félicitations vont également à l'endroit des deux questeurs pour ce travail bien élaboré. Voici un budget qui se laisse lire aisément et qui fait ressortir nos aspirations et celles du personnel de l'Assemblée nationale. Soumis au vote, le budget de l'Assemblée nationale, exercice 2025, a été adopté à l'unanimité. Sous la houlette du ministre de la décentralisation Raphaël Akothéyon, la première édition du Salon des investissements privés dans les communes a ouvert ses portes ce 12 septembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. ESAE TV pour le compte rendu. Je déclare officiellement ouverte ce jour, jeudi 12 septembre 2024, la première édition du Salon des investissements privés
dans les communes. Martin Viutu Assogba et le ministre Raphaël Akoteon ont ainsi ouvert la première édition du Salon des investissements privés dans les communes. Ce salon se veut une plateforme dynamique et enrichissante pour favoriser la croissance économique au niveau local, une ambition arrimée au pilier 2 du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Il est question pour le gouvernement de faire de nos communes des viviers d'éclosion de talents et d'opportunités entrepreneuriales pour un développement économique. Le président du comité de pilotage et de suivi du projet Participe Odel se réjouit de la collaboration entre plusieurs parties. Au-delà d'une simple intervention conduite par le programme Participe Odel et le projet Réforme, j'ai l'intime conviction qu'il s'agit avant tout d'une synergie des efforts autour du développement du Bénin à travers celui des communes. Le cycle est l'aboutissement d'un long processus qui a démarré des décennies plus tôt. Depuis 12 ans, les phases successives de Participe ont créé une dynamique en matière de démocratie participative. Nous nous réjouissons aussi particulièrement de l'engagement béninois en ce qui concerne le développement communal et la décentralisation. Acteurs communaux, investisseurs, entreprises et partenaires vont pendant ces 2 jours examiner les projets porteurs dans les communes. Cette édition se poursuit. Le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setonji Atroko, a parrainé la première édition de la tournée de l'excellence Jeune fille d'aujourd'hui, grande dame de demain, organisée par le mouvement Ensemble pour une nouvelle ère. À Cotonou, il a reçu la délégation de la tournée composée des meilleures filles du Borgou au BEPC et au BAC. Le reportage, c'est avec EZAE TV. La première édition de la tournée de l'excellence, Jeune fille d'aujourd'hui, grande dame de demain, a été reçue par son parrain, le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atroko. Cette initiative qui a pour but de célébrer l'excellence a réuni les meilleures filles au BEPC et au baccalauréat du département du Borgou. Nous avons célébré ce soir l'excellence. Non, même pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation a pris une grande place dans la politique gouvernementale. Vous voyez qu'aujourd'hui, les jeunes filles sont encouragées. Le gouvernement a mis en place des mécanismes pour leur permettre désormais d'aller à l'école. Et l'excellence aujourd'hui doit se célébrer. Le chef d'État l'a d'ailleurs fait au niveau national. Donc il est normal qu'au niveau local, nous puissions prendre le relais. C'est ce que nous avons fait ce soir avec les filles du département du Borgou. Je voudrais remercier tous ceux qui ont honoré de leur présence. En plus d'un dîner offert aux lauréats, le parrain a également fait don de kits scolaires à tous pour leur permettre de commencer sereinement la rentrée scolaire. Un geste très apprécié des jeunes filles. Nous vous remercions de tout notre cœur. Ce petit geste que vous avez fait, c'est énorme pour nous. C'est comme reconnaître, même si on n'a pas été parmi les meilleurs du Bénin, parmi ces gens qui ont été reconnus par le président, au moins on sent que ce qu'on a déjà fait, c'est énorme. Donc grâce à vous, on a envie de continuer. Donc à cause de ça, nous vous remercions infiniment. La présente invitation et les dons que vous nous avez faits, monsieur le maire, nous honorent vraiment. Ce geste témoigne de ce que vous avez à cœur, la célébration de l'excellence et du leadership chez la fille partout au Bénin. Merci encore de tout ce que vous consentez et consentirez comme effort pour que nous soyons les grandes dames de demain. Le choix du président Atroko comme parrain résulte de son engagement et de ses multiples actions en faveur de la promotion de l'excellence. En initiant ce projet, parce que ici, c'est comment valoriser l'excellence au niveau local. Et donc, je me suis dit, mais qui mieux que le président qui chapeaute les maires pour pouvoir être porteur ou parrain de cette première édition. C'est comme ça que nous avons donc contacté le maire Atroko pour lui dire les enfants de tes communes
ont besoin de toi sur cette initiative. Une initiative que je voudrais d'ailleurs rappeler, qui a eu en grande partie le financement de l'ambassade des Pays-Bas et bien sûr le soutien du maire Atroko, grâce à qui aujourd'hui nous sommes là. Les filles repartent heureuses de l'agréable soirée et aussi du fait d'avoir rencontré plusieurs autres personnalités. Parlons toujours de la promotion de l'excellence en milieu scolaire. 50 jeunes filles du département du Borgou ont rendu visite également à la directrice administrative du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Christelle Rondonugbo Alioza. C'était dans le cadre de la tournée de l'excellence jeune fille d'aujourd'hui, grande dame de demain. Le reportage a signé ESAE TV. Jeune fille d'aujourd'hui, grande dame de demain. Ainsi se dénomme la tournée de l'excellence qui a conduit ces jeunes filles au siège de l'Union progressiste Le Renouveau. Objectif, se ressourcer à la grande école de la directrice administrative du parti, Christelle Rondonugbo Alioza. Cette dernière n'a pas manqué de prodiguer de multiples conseils aux jeunes diplômés. Quand on va à l'université, on se dit, moi, collégienne, aujourd'hui à l'université, je suis en liberté. Dans certaines universités, vous n'aurez pas vos parents avec vous. Cela suppose que vous commencez pas à prendre la responsabilité. Vous devez commencer par vivre seul et donc devenir plus responsable. Et faire attention à votre sécurité dans l'environnement dans lequel vous serez. Quand vous êtes loin des parents, cette liberté ne doit pas vous permettre de tout recevoir chez vous, de tout le monde, que tout le monde vienne s'installer chez vous. Aujourd'hui, vous devez vous engager dans plus de disciplines. Je parle à mes jeunes filles qui viennent d'avoir le baccalauréat. Ne vous laissez pas à la facilité. Il ne faut pas que mes jeunes filles disciplinées d'aujourd'hui, jeunes grandes dames de demain, puissent être jugées de grandes dames sans compétences, sans mérite. Et donc cela veut dire que tout ce que vous allez faire à l'université, les notes que vous aurez à l'université, que ces notes reflètent ce que vous-même vous aviez fait, votre effort personnel. Des conseils inspirants qui vont aider ces jeunes filles dans la suite de leur parcours. La DA a été vraiment une maman pour ces filles-là. Vous avez vu les parties de tout ce que la fille doit faire, notamment s'entretenir propre. Ça fait partie des valeurs de la grande dame de demain que nous avons comme aspiration pour ces filles-là, mais aussi la discipline que les filles doivent observer. Et donc, mais sans oublier également l'engagement en tant que citoyenne, que ce soit en politique ou dans d'autres mouvements citoyens. Elle en a parlé. Vous avez vu l'enthousiasme également que les filles ont eu pendant cette séance-là. Cette délégation est composée des 3 meilleures filles au BEPC et au baccalauréat des 8 communes du Borgou. La tournée, organisée par le mouvement Ensemble pour une nouvelle ère, est une initiative qui porte des objectifs bien précis. Pour objectif, nous avons vraiment d'amener ces filles, à la découverte des institutions de la République, 2, rencontrer des figures féminines inspirantes du pays, 3, bien sûr, découvrir la ville. Et donc c'est dans ce cadre-là, comme figure inspirante du Bénin, j'ai pensé que l'ADA fait partie vraiment de ces figures inspirantes et qu'elle pouvait servir de modèle pour nos jeunes filles, être également influenceuse dans l'avenir de ces jeunes filles-là. En plus de devenir le mentor de 4 jeunes filles, 2 ayant le baccalauréat et 2 le BEPC, Christelle Rondonugbo Alioza a promis accompagner l'ensemble afin qu'elles aient des guides pour les aider à réussir. Le maire de la ville de Cotonou a procédé au lancement officiel de la 2e édition du Festival de la jeunesse et de la musique FEJEM. Organisé par la Fondation Luc Setonji Atrokbo, cette édition va se dérouler dans 3 grandes villes, à savoir Cotonou, Boïkan et Parakou. Le reportage est signé ESAE TV.
Top départ pour la deuxième édition du Festival de la jeunesse et de la musique FEJEM. Organisé par la Fondation Luc Setonji Atropo du maire de la ville de Cotonou, ce festival rassemble la jeunesse autour de la thématique genre et développement. En plus de la ville de Parakou qui rejoint celle de Cotonou et de Boïcon pour le festival, plusieurs innovations sont au rendez-vous. Population de Sainte-Cécile, du 6e arrondissement de Cotonou, de Boïcon et de Parakou, que je remercie pour l'attention et le soutien au FEJEM. Je vous invite à profiter du 11 au 15 septembre 2024 des nombreuses articulations du FEJEM 2. 10 concerts, dont 5 à Cotonou, de ce jour à dimanche prochain, pour le géant concert de clôture. Formation en informatique, bourse d'études pour nouveaux et anciens étudiants, marathon, jeux de société, jeux pour enfants, barbecue, village sur les bras, animation, initiation d'enfants au rythme traditionnel. Cette initiative a reçu le soutien indéfectible du gouvernement. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel d'offrir à la jeunesse un espace où elle peut s'exprimer librement, où elle peut questionner les représentations traditionnelles du genre. Ce festival est alors une réponse à ce besoin. Il offre une scène à ceux et celles qui, par la musique, abordent ces enjeux de manière créative, engagée et profondément humaine. Je vous invite à profiter donc pleinement de chaque moment de ce festival, à écouter, à ressentir et à partager. Je voudrais inviter les jeunes à s'intéresser également aux autres activités de communication du festival qui vous apporteront forcément un plus. Les partenaires principaux ont marqué de leur présence la cérémonie de lancement. Assalfo pour la Fondation Magisystème et Lionel Talon pour le centre communautaire EIA ont témoigné leur admiration pour ce festival. Le FEJEM n'est qu'à sa deuxième édition. Mais on a l'impression, parce qu'il y a des festivals qui sont même à 6 éditions, même à 10 éditions, qui n'ont pas cette mobilisation. C'est pourquoi à ce micro, je voudrais vous dire merci. Merci à tous pour vos contributions. Le FEJEM n'est qu'à sa deuxième édition, comme je l'ai dit. Il va falloir que dans 10, dans 15, dans 20 ans, nous venions tous témoigner de comment est parti ce festival. Parce que le Bénin est en train d'avoir, oui, je le répète, l'un des plus grands festivals d'Afrique. C'est un festival national qui ne s'arrête pas à Cotonou, qui a pensé aussi aux provinces, qui va à Boïcon, qui va à Parakou, qui va toucher tout le Bénin. Nous, au Centre EIA, nous sommes vraiment dans la dynamique de la promotion de la jeunesse et des talents de la jeunesse sous toutes ses formes. Et je pense que le FEJEM, avec la Fondation Magisystème, ainsi que la Fondation Luc Setonji Atropo, que ça représente vraiment les valeurs que nous voulons promouvoir au niveau du Centre EIA. Donc c'était tout à fait naturel pour nous d'être à notre petit niveau partenaire de cet événement. Le FEJEM est prévu pour durer jusqu'au 15 septembre 2024 dans les villes de Cotonou, Boïcon et Parakou. Les différentes personnalités présentes ont fait le tour des stands avant de laisser place au premier concert du FEJEM animé par Instime. Dans un entretien spécial accordé aux confrères de la télévision nationale, la ministre de la fonction publique et du travail, Didiatou Matisse, s'est prononcée sur l'état des lieux et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et les différentes réformes engagées dans l'administration publique depuis 8 années de gestion. On regarde. L'administration béninoise se porte mieux que par le passé. En effet, elle s'est engagée dans un processus de sa transformation, de sa modernisation pour devenir une véritable administration de développement. Comme vous le savez, dans tous les secteurs de l'administration, des réformes ont été mises en œuvre depuis 2016, qu'il s'agisse de la justice, de l'agriculture, des finances, du travail de la fonction publique, la culture, le tourisme, la sécurité et la défense, les infrastructures routières, le cadre de vie. En tout cas, aucun secteur n'est laissé de côté. Si bien qu'aujourd'hui, on peut conclure que l'administration est sur la voie de sa modernisation. En ce qui concerne mon secteur, ce qu'on peut retenir, c'est la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel
favorable à une administration intelligente et efficace, le réaménagement des horaires de travail pour permettre aux agents de l'État de sortir plus tôt, de s'épanouir un peu, de voir les enfants en éveil avant de se coucher. Nous avons également modernisé la gestion des ressources humaines de l'État, amélioré les conditions de travail des agents et surtout, nous avons développé les e-services pour rapprocher l'administration des administrés. Voilà ce que je peux dire en gros par rapport à l'état des lieux aujourd'hui de l'administration publique, comme je l'ai dit, qui se développe pour devenir une administration qui donne satisfaction aux populations en général et à ses usagers en particulier. Parlant de la dématérialisation, elle fait partie des piliers du PAG 1 et 2, dont l'objectif est de moderniser, disons, l'administration, bien sûr, comme je l'ai dit, et en mettant en place des services accessibles à tous en tout lieu. Et donc, voilà la dématérialisation, ce que je peux dire, qui rend des services plus efficaces à bonne heure aux usagers. Pour ce qui concerne les guichets communaux de services publics et les guichets SRU installés au niveau des directions départementales, nous avons pensé les mettre en place surtout pour permettre aux agents de l'État de rester à leur poste de travail et d'améliorer leur productivité. Vous savez, avant 2016, les agents de l'État abandonnaient beaucoup leur poste de travail pour être à la recherche de leurs actes à Cotonou, Porto-Novo, lorsqu'ils sont de l'enseignement primaire ou maternel, donc à la recherche de leurs actes administratifs. Ils viennent aussi au niveau du ministère du Travail. Quand moi j'avais pris fonction au ministère du Travail, c'était vraiment comme un petit marché. Les agents allaient et venaient. Et dès lors que l'acte est pris, les agents se dirigent vers le ministère des Finances, où là-bas aussi il y avait du beau monde. Donc, nous avons dématérialisé, comme je l'ai dit, la gestion des ressources humaines de l'État, ce qui fait que nous avons mis en place dans ce cadre-là un système qui permet de prendre l'acte dans le dit système et de le transmettre directement au ministère de l'Économie et des Finances, sans que l'agent ait à courir derrière un agent du ministère du Travail pour la prise de l'acte. Et dès lors que l'acte est transmis par le système au ministère de l'Économie et des Finances, il intervient automatiquement le changement de son salaire, donc l'augmentation de son salaire. Ceci a fait que les agents restaient un peu plus à leur poste de travail, mais ce n'est pas suffisant. Ils veulent aussi avoir l'acte, détenir l'acte par devers eux. Alors, nous avons donc pensé mettre en place ces guichets communaux de services publics installés au niveau de 20 communes pour le moment et les guichets SRU au niveau des directions départementales du travail et de la fonction publique. C'est pour ceux qui n'ont pas le moyen de télécharger leur acte à partir de leurs propres appareils. Sinon, depuis leur lit, depuis leur bureau, les agents de l'État qui s'y connaissent, ils peuvent tirer facilement leurs actes. Dès lors que l'acte a paru, ils consultent le portail des démarches administratives du ministère du Travail et de la fonction publique. Dès qu'ils constatent que l'acte est pris, ils peuvent le télécharger eux-mêmes. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens de les télécharger eux-mêmes, leurs actes que nous avons mis en place. Ces guichets, voilà. Et qui fait qu'ils sont quand même plus proches de leur service. Ils peuvent obtenir rapidement leurs actes, les télécharger et retourner au service sans avoir parcouru de longues distances à venir à Cotonou. Restons toujours avec la ministre du Travail et de la fonction publique, Adidatou Martis, qui s'est prononcée cette fois-ci sur les différentes réformes opérées dans le cadre de l'organisation des concours en République du Bénin. Suivons ensemble. Avant 2016, comme vous le savez, l'organisation des concours de recrutement de la fonction publique était une catastrophe. Tout le monde se souvient de cette époque vraiment regrettable, où ce sont ceux qui ont des parrains politiques ou ceux qui usent par voie de corruption peuvent réussir à un concours de recrutement à la fonction publique. Et l'une des premières mesures prises par le gouvernement dès 2016 est de mettre fin au concours frauduleux. Comme vous l'avez dit, nous en avons même annulé parce qu'il y a eu tellement de contestations, de réclamations, et nous avons mis en place une commission d'enquête
et qui a fini par conclure qu'il faut annuler ces concours-là, vraiment, pour sauver la face de notre nation. Donc, depuis 2016, également, il faut dire avant 2016, la proclamation des résultats des concours, disons, se faisait sur un délai moyen de 6 mois, parce que les feuilles de délibération passaient de service en service de bureau en bureau, étaient corrigées, ajoutées, retirées, etc. des noms. Et depuis, disons que c'est l'égal accès à la fonction publique de tous les citoyens du Bénin. Ils n'ont pas besoin d'un parrain politique, ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent pour réussir. Le seul critère pour réussir, c'est de travailler, de faire partie des meilleurs. Même si vous êtes dans une zone très reculée, personne ne vous connaît. On n'a pas besoin de parrainage. Pas besoin de parrainage du tout. Pas besoin de parrainage. Égalité des chances. Égalité des chances. Donc, c'est bien cela depuis 2016. Et le ministre du Travail et de la fonction publique que je suis ne s'ingère pas dans la correction des copies, ni même les travaux, ni dans les travaux de délibération. Et j'ai ici quelques feuilles de délibération. Après la délibération, tous les membres donc, du jury signent les fiches de délibération. Cela les engage. Et c'est après la délibération qu'on me fait appel que tout est prêt et je vais sur les lieux pour proclamer les résultats. En résumé, il est difficile pour ce bon nombre, n'est-ce pas, qui apposent leur signature sur ces feuilles, n'est-ce pas, de s'entendre pour tricher. On vient de chercher à faire plaisir au ministre du Travail et de la fonction publique, à un autre haut fonctionnaire, pour glisser un nom sur comment on appelle, sur le relevé de délibération. Non, ça relève d'un passé. Je voudrais dire qu'un pays qui se respecte ne doit pas organiser des concours frauduleux. Et notre pays non seulement se respecte, mais est de plus en plus respecté aujourd'hui de par le monde. Donc, désormais, les concours frauduleux dans notre pays relèvent du passé. Je voudrais compléter que de délai moyen de proclamation des résultats de 6 mois, nous sommes passés depuis à 15 jours. 15 jours après la composition, les résultats sont proclamés. Et nous travaillons à réduire ce délai à 10 jours d'ici mai 2025. D'accord. Voilà. Ce nombre de jours suffit? Oui, ça suffit. On ne brûle pas des étapes? Non. On est bien organisé. Il y a un système performant, un système informatique performant qui est mis en place et qui fait le travail. Et voilà. Et dans ce système-là, lorsque quelqu'un va toucher quelque chose, l'écriture sort en jaune. Donc, on sait qu'il y a quelque chose. Donc, personne même n'ose aller le faire. Et puis, mes agents sont mis en garde de ne pas chercher à tricher. Depuis 2016, le gouvernement a organisé donc de nombreux concours et recruté à ce jour 56 199 agents, parmi lesquels 22 138 fonctionnaires et contractuels de l'État, tous secteurs confondus, et 34 061 aspirants au métier du primaire et du secondaire, que nous appelons généralement les AME, dont le reversement en agents contractuels de l'État est déjà décidé et les modalités pour y parvenir sont en cours de définition. Mieux, il y a encore dans le pipeline un recrutement de 2 742 autres agents avant la fin de l'année, dont 1 500 agents pour la police, 796 pour la santé, 300 pour la douane et le trésor public et 100 greffiers pour le ministère de la Justice. Et je peux dire et rassurer les parents d'élèves, les parents des agents désireux de concourir, qu'il suffit que leurs enfants travaillent et fassent partie des premiers, ils vont réussir. Personne n'est favorisé dans ce processus-là. D'accord. Tout le monde est traité à la même enseigne. D'accord. Sur le même pied d'égalité. Travaillez et vous avez vos entrées à la fonction publique. Après sa visite le mardi 3 septembre dernier à la zone économique spéciale de Glodjigbe, Gédise, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo a exprimé à travers une interview ce qu'il a trouvé ou vu de merveilleux en ce qui concerne le processus d'industrialisation en cours au Bénin sous le leadership du président de la République, Patrice Talon. Suivons cette capsule vidéo de la substance de ces échanges. Mon équipe et moi de vous recevoir
dans cette zone qui aujourd'hui représente un important dispositif de notre économie. En 91, vous avez pris les rênes de ce pays. Vous avez lancé la production du coton. Le président Talon a travaillé avec vous. Nous avons pu augmenter cette production de façon substantielle. Et nous sommes aujourd'hui le premier producteur de coton en Afrique, avec une production record qui a atteint 765 000 tonnes en 2020-2021. Aujourd'hui, nous avons 3 unités intégrées de textile dans cette zone qui nous permettent de transformer à peu près 40 000 tonnes de fibres, ce qui représente 12,7% de notre production. Vous avez visité l'une de ces unités intégrées de textile. Vous avez également visité les unités de confection de vêtements qui sont déjà opérationnelles dans la zone et qui nous permettent aujourd'hui de vendre des vêtements sur les marchés européens, américains et africains. Et dans le même processus, nous créons des emplois, nous créons de la richesse. Pour nous, c'est un honneur de vous avoir reçu dans cette zone parce que vous avez été au départ de la transformation structurelle de notre économie. Et le président Patrice Talon est venu donner un coup d'accélérateur à cette transformation que vous avez engagée en 1991. Et aujourd'hui, grâce à ce qui est en cours dans ce pays, nous transformons toutes nos matières premières agricoles, notamment le coton, le soja, les noix de cajou, le karité. Comme dit le professeur Olo, si ton ennemi fait bien, tu dis il fait bien. Si de Cotonou, j'ai fait coteau pavé, lui il a mis du goudron, j'ai dit c'est bien mon petit. À mon avis, au fond, ce que tout pays doit faire, c'est transformer sa richesse sur place. Alors c'est ce que nous avons essayé de faire ici, avec évidemment, on peut dire, notre coton. On a dit, il n'est à quoi? Moi j'ai besoin encore à mon âge. Non mais soyons sérieux. Donc, vraiment, je crois qu'il serait bon que vous puissiez, les journalistes, puisque c'est votre métier, sauter sur lui. Mais vraiment pour dire, mais qu'est-ce que tu fais? Quels sont les produits dont tu parles? Il y a le coton. Mais après le coton, qu'est-ce qu'il y a? Il va vous dire tout ce qu'il fait, que ce soit la noix de cajou, que ce soit le soja, le carreau, tout ça. Il y a vraiment une panoplie de réalisations qu'il est en mesure de vous présenter. C'est ça le travail le plus important. Et c'est ça qui fait que, au fond, on existe en tant que nation. Quelqu'un dirait que le peuple noir serait vraiment là où nous en sommes aujourd'hui, personne ne croirait. Et c'est formidable. Je remercie à nouveau le directeur général vraiment qui m'a rendu la visite et qui confirme tout ce que nous avons vu. Je suis fier du travail qu'il fait. Je crois que les histoires de chiens écrasés dont on parle tout le temps là, on va laisser ça de côté pour parler de développement. La politique politicienne, je veux bien. Mais parlons de développement. Comment on transforme la vie de nos concitoyens? L'Union islamique du Bénin, UIB, a décidé de se retirer du cadre de concertation des confessions religieuses, entraînant ainsi la démission de son président. Le retrait de l'UIB, officialisé par une décision portant la référence 2024-P-UIB-SG-SA du 5 septembre 2024 a été communiqué par le président de l'Union islamique du Bénin. Interrogé sur le sujet, Bassirou Lassissi, membre du bureau exécutif national de l'UIB, évoque les probables raisons de ce retrait. Il s'exprime au micro de ESAE TV. Les raisons qui ont motivé le retrait, selon le courrier qui a été envoyé, est que peut-être l'Union islamique du Bénin ne se retrouverait plus dans ce cadre de concertation, ou bien l'Union islamique du Bénin espérait quelque chose et qui n'a pas retrouvé. Il y a eu beaucoup de raisons à l'interne qui se formulent et que d'une manière officielle n'a pas été annoncée et que nous aussi nous nous réservons de dire ce qui n'est pas de la vérité, comme le dit le verset coranique Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
lorsque quelqu'un t'amène une information, cherche à cultiver cela, à rechercher du fond pour voir une réalité, pour faire une comparaison du mensonge par rapport à la vérité. L'Union islamique du Bénin s'est adhérée à ce cadre et que la majorité des membres du Bénin du temps n'étaient pas au courant. Et le président qui a déposé sa démission, est-ce que lorsque l'organisme s'est adhéré et que c'était le mandat du président sortant et qu'un président est rentré, normalement c'est ce président de l'Union islamique du Bénin qui continue à diriger ou bien à représenter l'Union islamique du Bénin dans cet organisme. Mais ce qui n'a pas été le cas, cela nous démontre que ce que nous cherchons peut-être, ou bien la manière dont nous travaillons n'était pas une bonne manière et que cela devait être corrigé. Donc, pour nous dire d'une manière générale, nous allons suivre les pas de l'Union islamique du Bénin tant que l'Union islamique du Bénin suit les pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, copie la tradition de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au cas où il désobéit à Allah, ou bien ces décisions ne sont pas conformes à la loi d'Allah ou à la loi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous serons obligés de ne pas respecter ce qui se passe la plupart. Les gens ont l'habitude de mal interpréter certains versets du Coran pour dire Allah a dit wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Allah a dit obéissez à Allah, obéissez aux messagers d'Allah et obéissez aux dirigeants. Non, Allah ne nous a pas demandé d'obéir aux dirigeants. Car le premier, écoutons un peu le verset, il amène ati'u qui est l'obéissance. Obéissez à Allah. Obéissez au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un ordre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait que le messager qu'il a envoyé, c'est un messager exemplaire et qui ne peut rien faire sans faire recours au verset coranique. Donc il fait ce qu'Allah a envoyé. Mais nous qui sommes les dirigeants, nous pouvons nous manifester ou bien manifester de nos désirs qui est contraire au Coran. C'est pourquoi il n'a pas dit wa'atu ou ulal amri minkum, mais il a dit wa ulal amri minkum. Ça veut dire que lorsque les ulul amri, c'est-à-dire les dirigeants, suivent les pas d'Allah et ils suivent les pas du prophète, obéissez-les aussi. Au cas contraire, il faut vous désengager et qu'Allah nous guide sur la bonne voie et qu'il nous donne la bonne manière de gérer les choses lorsque nous voulons prendre une décision au sein d'une communauté, au sein d'un organisme, au sein d'un corps. Il faut que toutes les bases soient consultées et que la décision nous engage tous. Mais si une seule personne prend la décision, agit à sa propre manière, ça peut toutefois nous rattraper, qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous guide sur la bonne voie. La dépression est un trouble psychiatrique fréquent qui touche une personne sur 5 au cours de sa vie. Que faut-il faire pour aider une personne souffrant de dépression au quotidien? Élément de réponse avec André Aliounou, psychologue clinicien. Il est au micro de ESAE TV. La dépression est sur le plan psychologique, pour ne pas dire psychosocial, c'est une affection psychopathologique qui est l'une des plus courantes et qui se traduit par, pour ne pas dire qui est caractérisée par une humeur triste, une profonde tristesse au niveau de l'individu et qui est causée pour la plupart du temps par tout ce qui entoure l'individu, tout son environnement, son quotidien, tout ce qu'il fait comme activité, tout ce qu'il a comme vécu. Donc c'est une affection avec laquelle on vit au quotidien. Pour retenir simple, c'est une profonde tristesse, une humeur triste et qui plombe un individu, qui lui enlève la joie de vivre. Selon les recherches de l'OMS, une personne sur 2 au monde vit avec la dépression. Et tous ceux qui, une fois, ont fait la dépression sont susceptibles de rechuter. Mais la dépression a ceci, c'est que c'est la seule maladie psychiatrique qui se guérit totalement. Donc, c'est encore bon. Mais nous tous, nous sommes dépressifs. Et le dépressif, il est facile à reconnaître. Vous allez voir quelqu'un qui avait l'habitude, qui avait la joie de vivre.
quand il est dépressif, tout de suite, il devient très triste. Il n'a plus envie de sortir ses dents, il ne sourit plus à personne. Donc, une humeur triste qui se manifeste directement. Vous allez voir quelqu'un, quand il est dépressif, il a du mal à dormir. On parle d'insomnie, les troubles du sommeil. Soit il va avoir du mal à dormir parce qu'il a peur de ne pas pouvoir se réveiller, vu la charge émotionnelle de stress ou d'angoisse qu'il a, ou il dort beaucoup. Il n'a pas envie, dès qu'il dort, il n'a pas envie de sortir du lit, l'hypersomnie, parce qu'il a peur de se réveiller, d'aller rencontrer encore les problèmes. Ou bien, c'est dans la nourriture, le comportement alimentaire. Il va du coup devenir très boulimique. Tout ce qui passe sous ses yeux, il va se gaffer de cela. Ou d'autres, ils vont s'imposer un certain régime sans prescription et ils vont maigrir de façon très drastique. Ils ne vont pas avoir l'appétit, en fait, c'est la maladie qui fait ça, perte d'appétit total. Ou encore, quelqu'un qui avait l'habitude d'être très brillant, il va plus être productif. Sur le plan professionnel, par exemple, ce qu'il faisait aisément, il va mettre du temps à trouver des idées qui ne vont jamais venir, manque d'inspiration, ou mieux, il va connaître ce qu'on appelle un ralentissement psychosocial, et psycho-émotionnel ou psychologique tout simplement. Donc, il n'aura plus la possibilité de réfléchir, de sortir, de produire des idées. Et en passant, il y a des idées noires, c'est-à-dire, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais rien ne va. Et donc, absence de résultat va faire qu'il va commencer par penser au pire, au suicide, à la maladie. Et donc, les deux finalités qu'on peut dire à cela, c'est que soit la dépression va s'aggraver, va s'intensifier, on va parler de dépression grave, de dépression profonde, et qui va le conduire peut-être dans une psychopathologie, ou il va faire l'option, aidé par les idées noires, il va faire l'option du suicide. Donc voilà un peu les signes enramassés qui peuvent conduire et ou les conséquences. Et puis on parle société à présent. Plusieurs jeunes meurent de plus en plus en Afrique et principalement au Bénin. Une situation qui interpelle la société qui s'interroge sur les causes de la mortalité des jeunes. Et pour répondre à cette interrogation, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision a tendu son micro à quelques citoyens de la ville de Cotonou qui ont évoqué plusieurs raisons. Suivez plutôt. Ce qui est la base de la mort des jeunes aujourd'hui, selon moi, le premier plan, c'est le chômage. Puisque le jeune a étudié, il a des diplômes en cargaison, mais il ne trouve rien à faire. Mais il a des soucis. De deux, il y a des jeunes qui se donnent au dopage pour satisfaire les femmes. Parce qu'ils veulent être forts. Alors que si tu dépasses ta capacité, tu fais ça. Les nerfs vont lâcher. Tu vas voir un jeune debout de 30 ans, de 25 ans, il est jeune en haut, en bas il est vieillard. Ça dit quoi? Ça dit avant de coucher avec une femme, il va prendre des produits, ça dit ça là, ça va le tuer. C'est pour ça que les jeunes là aujourd'hui, les jeunes, vraiment, il n'y a plus de contrôle. Ça dit on veut gagner la vie coûte que coûte. On veut être riche. On veut se lancer dans des secteurs qui vont nous amener les gains faciles. Mais c'est ça là, aujourd'hui, que les jeunes, il y a des mots pour maturer. La longévité, c'est parfois héréditaire. Ensuite, il y a aussi le mode d'alimentation qui tue surtout. L'alimentation, notre mode d'alimentation aussi nous tue beaucoup parce que nous consommons de n'importe quoi. Ensuite, nous ne faisons pas le sport pour pouvoir éliminer les toxines. Ça veut dire que nous ne suivons pas notre organisme. Il y a aussi la pauvreté. Et aussi, il ne faut pas se gêner pour avoir de l'argent, mais si on voit de l'argent, parce qu'il faut avoir un temps d'abord avant d'être riche. Bon, si vous êtes riche et précocement, vous avez fait du désordre. Il y a aussi le fait que on dit, nous ne respectons pas, sur le plan spirituel, nous ne respectons pas les lois, les règles de vie, les lois de la vie. Nos jeunes veulent aller plus vite. Alors la nature a horreur de ça.
C'est-à-dire, on veut avoir tout en même temps, au même moment. C'est là qu'il fait qu'aujourd'hui, vous allez voir que les jeunes, ils s'entêtent et ils se donnent vite à la mort. On parle sport dans cette édition. Pour finir, nouveau souffle pour les Guépards du Bénin ce mardi 10 septembre au stade Félicia d'Abidjan. Victorieux devant les Chevaliers de la Méditerranée sur un score de 2-1. Junior Olaïtan et ses colistiers arrachent les 3 points, devenant ainsi le nouveau dauphin au classement du groupe D pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Après la désillusion subie à Ouyo samedi dernier, les ex-écureuils avaient à cœur de remonter au classement. Écrasés sur le score de 3-0 par les Super Eagles du Nigeria, les poulains de Guernot-Ror obtiennent cette fois-ci une victoire précieuse devant les Chevaliers de la Méditerranée. Bien que Faisal Saleh ait lancé les hostilités sur un penalty à la 9e minute de jeu, le nouveau transfuge d'Augsbourg en Bundesliga s'est chargé de rétablir la parité 5 minutes après le retour de l'intermède. Doublement décisif, Junior Olaïtan a été l'auteur du break sur penalty à la 90e minute, ainsi que la passe assist sur la première réalisation. Grâce à cette victoire, les Guépards se refont une nouvelle santé, se logeant directement à la 2e place au classement du groupe D, devant le Rwanda avec 2 points et la Libye qui compte 1 point. Quelques modifications sur le 11 de départ ont été effectuées à l'aune de cette rencontre. Ainsi, Yohan Roche s'est installé sur le flanc gauche de la défense suite à la blessure musculaire de David Kiki, titulaire lors du match précédent. Jodel Dossou a aussi débuté en lieu et place de Tosin Ayegun. Le schéma tactique observé face au Nigeria cède au double rideau défensif composé de Cécile Almeida et de Hassan Imouran. Dossou, Doku et Olaïtan ont maîtrisé l'entre du jeu, prenant en otage le milieu de terrain. Positionné en pivot, en face de Mourad Ourechi, Steve Mounier n'a ménagé aucun effort pour égaliser dans un premier temps. Ce schéma tactique 4-5-1 a permis à Olaïtan et Dossou, tous titulaires au coup d'envoi, de pouvoir évoluer en excentré, soit en ailier, prônant un football offensif. La session des remplacements a vu les entrées en jeu de Matteo Arlenvi et de Tosin Ayegun, respectivement à la 77e et 90e minute de jeu. Contrairement aux statistiques lamentables de la confrontation d'Ouyo, les Guépards ont pris d'assaut la possession. 63% de possession, de position de hors-jeu, 7 corners, 12 frappes cachées, 5 tirs non cadrés, puis 7 cadrés dans le compartiment offensif. 11 tacles, 472 passes distribuées, 31 passes abouties, soit 82% et 23 fautes ont été commises. La prochaine fenêtre de la trêve internationale prévue pour le mois de novembre représente une aubaine de réinitialiser le compteur du goal average pour s'assurer une qualification dès l'avènement de la 2e journée. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur Puzzle TV.